je vous apprends rien hein, aux uns et aux autres. En fait, on est tous touchés par la répression qui s'abat sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui remet un tant soit peu en cause le système. Que ce soit au niveau des syndicats, au niveau des organisations politiques, au niveau des simples associations, au niveau de simples citoyens, aujourd'hui, tout le monde potentiellement peut se retrouver embastillé et voire au-delà. Parce que à partir du moment où on t'embastille, tu sais où quand ça commence, tu ne sais jamais quand ça finit, ni si tu vas même ressortir vivant. Donc, par conséquent, aujourd'hui, on voit les militants du MRC, par exemple, qui, depuis 2020, croupissent en prison simplement pour avoir participé à une marche pacifique et qui moisissent encore presque 5 ans après en prison. Donc c'est un système tellement aberrant. On a vu des jeunes qui sortaient d'un siège d'organisation avec des t-shirts qui ont fait 18 mois de prison. Bref, tous les jours, on a des exemples. On voit on voit nos journalistes, on voit même maintenant les comment dirais-je, les prêtres, etc., qui sont menacés. Tout le monde est menacé. Tout le monde est menacé. Donc la question des libertés publiques, par exemple, elle concerne tout le monde. La question de comment dirais-je, du code électoral et de tout ce qui va avec, ça nous concerne tous. Parce que ça nous concerne tous. Et par conséquent, si cette bataille-là, on l'avait menée ou on l'a menée ensemble, moi je suis sûr qu'au jour d'aujourd'hui, on ne serait pas avec le code électoral pourri là, qui complètement phagocyté, qui existe, et on ne serait plus peut-être avec le même système électoral. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que on a combien de, le corps électoral est constitué de combien de personnes? On est théoriquement 30 millions. Je crois qu'on est à peine 6 ou 7 millions au niveau du corps électoral. Rectifiez-moi si je dis. Hein? 5, 7, c'est ça. 7, 8. Bah, 8 millions sur 30 millions de Camerounais. Alors évidemment, tout le monde, les enfants ne votent pas, etc. Mais quand même. Oui, mais d'où ça sort ça? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc ça veut dire que ces gens-là, ils ont déjà bidouillé notre affaire. Bon, après, on sait très bien comment ça se passe au niveau des bureaux de vote, etc., etc. Comment ils embarquent les urnes. Donc à un moment donné, je veux dire que ça va être compliqué. Hein. Moi, ça veut dire que cette affaire-là, les élections-là, il faut que les gens soient prêts à aller à l'affrontement physique. Et il faut qu'on puisse contrôler les 26 000 bureaux de vote. Il faut pouvoir 26 ou 27 000, je sais plus. Mais il faut pouvoir les contrôler. Mais quand je dis contrôler, c'est pas 2-3 scrutateurs. Parce que dans les conditions actuelles, là, on va faire comment? C'est compliqué, hein. Donc moi, je veux dire que si toutes les organisations qui sont un tant soit peu de l'opposition se coalisaient ou s'étaient coalisées pour la question des élections, pour les libertés publiques, moi, je suis sûr qu'on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Ce régime ne continue à se perpétuer que du fait de nos divisions. Nos divisions, même si à plus long terme, on n'a pas le même programme politique, mais il y a une base minimale sur laquelle on pourrait et on devrait pouvoir s'entendre. De tout temps, les pères fondateurs ont toujours construit des programmes minimums, avec des forces parfois qui n'étaient pas du tout alors sur les mêmes orientations que l'UPC, hein, qui étaient même plutôt des forces un peu de collaboration, etc. Mais sur certaines questions, ils ne pouvaient qu'être d'accord avec l'UPC. Et on y est allé ensemble. Donc c'est ça, c'est cette intelligence qu'il faut avoir. C'est-à-dire que sur une base minimale, construire un programme minimum sur lequel tout le monde va se retrouver parce que tout le monde y a intérêt. Et c'est vraiment impératif ça, c'est impératif. Et tout le monde ne peut qu'y gagner. Tout le monde ne peut qu'y gagner. Toutes les forces qui veulent réellement en finir avec ce pouvoir qui nous mène plus bas que terre, tous les gens qui sont pour en finir ne peuvent qu'être d'accord avec ça. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire, ma sœur. Vraiment, je sais pas si c'est clair, si c'est précis, mais en tout cas voilà ce que je peux vous dire sur cette question-là. Mais je pense que c'est possible. Sincèrement, c'est possible. Mais il faut des mots d'ordre, des mots d'ordre qui nous soient communs, qui soient transversaux. Vous voyez, et qui nous concernent tous. Tous ceux qui ne sont pas du clan du pouvoir sont intéressés et concernés.
Et on doit pouvoir construire un programme minimum de cette nature. C'est possible. Merci beaucoup. Merci Reine des Soins pour ta question. Je vais passer la parole à Roi Lion. Est-ce que Roi Lion est là? Vous avez des beaux pseudonymes. Bonsoir, maman Auguste. Les gens ne manquent pas d'imagination sur TikTok. Bonsoir, maman Auguste. Bonsoir. Bonsoir, grande sœur Kemda, avec beaucoup de respect que j'ai pour toi. Puisque je te suis, à chaque fois que je te vois dans un panel, je m'arrête automatiquement parce que tu fais un travail vraiment merveilleux. Tu encourages vraiment les jeunes à s'intéresser à la politique avec le grand Stéphane Tchoumou. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de poser deux préoccupations à la maman, Augusta. Si tu pouvais faire une, ce serait mieux. Mais vas-y. Alors, moi, Augusta, que je vois généralement dans les grands panels européens, sur des grands plateaux. Donc, je m'arrête toujours pour l'écouter parce que l'écouter, c'est un plaisir. Bon, maman, je vais beaucoup plus m'attarder sur le problème des Bamileke, puisque c'est un phénomène qui mine un peu beaucoup plus la société camerounaise aujourd'hui. On se pose beaucoup plus de questions et ça crée cette haine-là. Après, d'après mes petites recherches, je me suis rendu compte que au lendemain du conflit mondial, les Bamileke représentaient déjà la seconde force économique après les Européens. C'est-à-dire, au lendemain du conflit mondial, les Bamileke représentaient déjà la seconde force économique après les Européens. Ils contrôlaient déjà le secteur des transports et du commerce. Je ne sais pas, peut-être là je peux me tromper, mais d'où vient-il aujourd'hui qu'on essaie de faire croire aux Camerounais que ces peuples Bamileke-là auront peut-être eu à bénéficier d'une aide, peut-être venant du gouvernement? Ça, c'est une préoccupation vraiment que j'aimerais. En fait, c'est vrai que là, on sort carrément du sujet. Mais si Madame Epagna veut répondre. On sort carrément. Là, non, je ne vois pas bien. Enfin, aurait bénéficié d'une aide du gouvernement quand. À quelle. Enfin, j'ai pas bien. Je sais. J'avoue que là, je suis un peu perdu, mais bon. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut combattre avec la dernière des déterminations cette question du tribalisme là. Il faut, mais partout où on est, mais il faut le faire déjà. Comme disait Ernest Wandier, tu commences dans ta tribu. Et Oum disait ça aussi. Tu commences dans ta tribu, même dans ta communauté, quand les gens commencent à tenir des propos. Parce que même si on en a ras-le-bol de Biya, et de l'instrumentalisation, du placement qu'il a fait de ces gens. Il ne faut pas poser le problème en termes de Betty Boulou, tu vois, qui contrôle le pouvoir. Il ne faut pas le poser, parce que vous savez très bien, vous le savez aussi bien que moi, il y a des milliers de Betty Boulou qui crèvent la bouche ouverte, vous voyez. Qui sont engagés dans la lutte. Qui sont même engagés dans la lutte. Bon, ou pas, mais en tout cas, qui crèvent et qui ne tirent aucun profit de ce pouvoir. Donc, à partir du moment où on essentialise comme ça, en mettant toute une communauté, tu vois, en analysant plus que dans ces termes-là. C'est-à-dire que les ceux-ci sont comme ça, les ceux-là sont comme ci, ils sont tous, vous savez très bien que parmi les Bamileke, il y en a plein qui ne sont pas des commerçants, qui ne sont pas des transporteurs et qui n'ont pas de quoi manger. Il y en a plein d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui explique aussi le fait de vouloir émigrer dans d'autres régions. C'est aussi les difficultés qu'on a dans sa propre région qui fait qu'à un moment donné, c'est ça là, aussi le fondement de l'immigration. L'immigration à l'échelle de l'Afrique aujourd'hui, c'est quoi? On n'arrive pas à résoudre nos problèmes à l'échelle de notre continent à cause de l'incurie de tous ces pouvoirs néocoloniaux qui perpétuent la politique coloniale. Et du coup, on est contraint et forcé à l'exil, à l'extérieur. Mais c'est le même phénomène à l'intérieur. Si à l'intérieur, tu ne trouves pas... Si par exemple à l'ouest, si les frères de l'ouest se déplacent, c'est aussi bien parce que à un moment donné, ils n'ont pas trouvé leur place à l'ouest au niveau de leur activité professionnelle, de leur activité pour assurer leur pain quotidien. Et du coup, ils vont un peu partout dans le pays pour essayer de construire leur vie et de gagner leur vie. Donc c'est aussi un des éléments. C'est aussi un des éléments à prendre en considération. Donc, il ne faut absolument pas... Et il faut analyser les phénomènes
en termes de analyse des phénomènes sociaux, analyse des phénomènes politiques, et rechercher des éléments palpables, factuels, concrets, qui expliquent les phénomènes, pourquoi ceci, et tu vas chercher, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il y ait déplacement de population, qu'est-ce qui fait que nos frères et sœurs bamileke se déplacent peut-être plus, soi-disant, que d'autres communautés, etc. Il faut aller chercher, il faut essayer de comprendre, au lieu de plaquer des choses abjectes sur les uns et les autres. Ça, il ne faut pas le faire. Et il ne faut pas essentialiser, parce que quand on essentialise, évidemment, on met tout le monde dans le même sac, et du coup, les gens vont aussi réagir en termes de communauté. Donc tu as accusé ma communauté, donc Betty Boulou. Moi aussi je réagis en tant que Betty Boulou. Tu as accusé ma communauté Bamileke. Moi aussi je réagis en tant que Bamileke, et ainsi de suite. On sort complètement du sujet. On sort complètement. Il faut refuser de se laisser embarquer là-dedans. Il ne faut pas. Vous il y a quelque chose de tribalisme partout. Le tribalisme anti-Bamileke, le tribalisme de quelque nature qu'il soit, est ramener les problèmes à leurs racines politiques, économiques. C'est à ça qu'il faut ramener les problèmes. Parce qu'ils sont avant tout politiques, économiques et sociaux. Exactement. Merci beaucoup, maman. Merci vraiment beaucoup. Merci à tout le panel. Bonne continuité. Je vous suis en bas. Merci. Merci beaucoup, Roi Lion. S'il vous plaît, Madame Augustin. La thérapie était bonne. Merci. Non, mais je disais que surtout qu'au début, vous avez parlé d'une classe bourgeoise qui est constituée justement de toutes les régions, et ils se sont serrés, ils sont soudés entre eux. Donc il faut vraiment pas tomber dans ce piège-là. Soudés, très soudés, de tout temps. Mais Monsieur Esso Joyce. Oui. Bonsoir. Merci, bonsoir, et merci déjà de m'avoir fait monter et de me donner la parole dans ce panel qui est si grand. J'ai pas l'habitude de le faire, mais j'ai pris la peine d'écouter Madame Augusta, et vraiment je suis content par rapport à tout ce que j'ai pu écouter. Merci à Stéphane de nous donner cette opportunité en tant que jeune. Madame Augusta, vous qui êtes, je vais dire une maman, parce que nous a appris le respect et tout. Les Camerounais, les Camerounais, ce sont des gens, nous sommes des personnes très, très intelligentes. Nous faisons de très bonnes analyses. Nous travaillons de par l'Europe, de partout dans le monde. Comment se fait-il que lorsqu'on parlait de politique, lorsqu'on veut parler de la politique, par exemple, de ce qui se passe dans certains pays, on a de très, très bonnes analyses et très précises. Mais lorsqu'il s'agit de la politique du Cameroun en nous-mêmes, des gens qui avaient des analyses très précises avant et qui étaient très justes, quand c'est par rapport au Cameroun, les façons d'agir ou bien leur analyse, vous avez l'impression que ce sont des gens qui ont fait la CIL ou le CP. Comment pouvez-vous expliquer cela? Moi, je pense que ce pouvoir nous a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal, beaucoup de mal. Vous voyez, ça fait 60 ans que ça dure. Et on est un grand peuple on est un peuple de résistants. On est un peuple de résistants. On a écrit les plus belles pages de la résistance au niveau de l'Afrique. Vous voyez, plus de 10 ans de lutte armée. Avec quoi? Avec presque rien. Lutte armée, on a été avec pas grand chose, parce que quand vous voyez comment étaient armés comment dirais-je, les militants de la LNK, les militaires de la LNK, l'armée de libération nationale du Cameroun, mais ils n'avaient pas grand chose. Mais on a tenu pendant plus de 10 ans. On a mené une très belle lutte. Sauf que on a été vaincu par les colonialistes. Puisqu'ils ont quand même, malgré cette lutte, ils ont réussi à nous imposer Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo, je le rappelle, qui n'a jamais, au grand jamais, même pas un seul jour, ne s'est battu ou a revendiqué l'indépendance. Ils l'ont placé là parce que c'était leur homme. Il était à leur solde. Il était à leur botte. Et il faut savoir que ce sont les militaires français étaient là quand on assassinait Ernest Ouandié. Parce que ça, il faut le savoir, hein, parce qu'ils étaient encadrés. Certes, on n'a jamais eu de base militaire française, au Cameroun, mais les militaires français étaient là, présents.
quand on a assassiné Ernest Ouadier. Donc, l'encadrement, il est là. Le contrôle est là. Et les régimes, en tout cas entre Ahidjo et Biya, ce sont des régimes qui nous ont totalement décérébrés. On ne nous enseigne pas notre histoire, notamment l'histoire de la résistance. On ne met en avant que l'argent, la corruption, tout ce qui est, comment dirais-je, on a fait en sorte que tous les aspects, je veux pas tomber dans la morale, etc. Mais enfin, ce qui fait la dignité d'un humain, on nous l'a enlevé. Et du coup, il pousse les gens à se soumettre à tout, à accepter de se laisser corrompre. Eux-mêmes sont les premiers corrompus d'ailleurs. Ils donnent l'exemple, c'est l'exemple qu'ils donnent. Après, ils s'étonnent. Oh oui, comment nos jeunes font ceci? Vous voyez des émissions à la télé sans queue ni tête. Oui, pourquoi nos jeunes font cela? Alors que sont les pires, les pires cochons, que ce soit en ce qui concerne les questions de mœurs, en ce qui concerne la corruption, etc., sont les pires salopards, et ils s'étonnent que les enfants fassent telle ou telle chose. Mais c'est l'exemple qu'ils donnent. C'est l'exemple qu'ils donnent. Donc, on nous a totalement déshumanisé d'une certaine manière, mais malgré tout, quand on se tient informé de ce qui se passe, ça et là, on se rend compte que partout dans notre pays, il y a des résistances, mais elles ne sont pas coordonnées, elles ne sont pas organisées, elles ne sont pas coalisées, elles ne sont pas fédérées. C'est ça qui fait que on reste chacun, on voit que les gens n'en peuvent plus, ils utilisent les réseaux sociaux, tu vois le gars qui crache sa révolte, qui n'en peut plus, etc. Ça devient un outil de révolte, les réseaux sociaux. Sauf que tu ne fais pas une révolution seulement par le biais des réseaux sociaux. Le réseau social, c'est un moyen, mais il ne peut pas remplacer l'humain qui se met en action, évidemment. Évidemment, c'est pas le réseau social qui va renverser Biya, bien entendu. Ça va de soi. Et donc, il faut, je pense que le problème, ils ont aussi créé beaucoup de zizanie dans notre peuple, au sein de notre peuple, et ils ont vraiment, comment dirais-je, tout fait pour que l'unité nationale soit de moins en moins présente, parce qu'à travers cette tribalisation de la vie politique qui nous empoisonne quand même beaucoup, et tous ces éléments-là font que il y a une espèce de déliquescence de notre société qui est totale et qui est très très décourageante. Du coup, les gens vont faire, comment dirais-je, vont se réaliser ailleurs, vont mettre leur talent ou faire exploser leur talent ailleurs. Mais notre difficulté, aussi grand soit ton talent individuel, c'est pas ça qui changera le Cameroun. Si tu ne mets pas ton talent au service de la cause, c'est-à-dire du collectif et de ce que tu peux faire avec d'autres pour transformer ton pays, moi je suis désolé, hein. Moi, talent là, bon, ok, tant mieux pour toi, tu as réussi individuellement, mais c'est comme étudier au milieu d'un monceau de détritus. Mais si tu peux te contenter de vivre dans un pays où tu as tant mieux, on peut pas se contenter de ça. De la cause au service de son pays et voir comment on peut se mettre ensemble pour faire bouger les lignes. À quoi ça sert alors tu es grand musicien, tu es grand intellectuel par-ci, grand scientifique par-là, et tout ça sert à quoi? À toi, oui, tant mieux pour toi. Mais est-ce que ça suffit? Moi, je pense que tous ces gens-là ne sont pas forcément les plus heureux. Parce que, malgré tout, quand tu dis tu es Camerounais, les gens te disent mais c'est pas possible, vous acceptez des choses, bon, même si dans le fond, on sait qu'on n'accepte pas. Mais on n'a pas atteint un niveau de conscience et un niveau de conscience qui fait que on comprenne qu'il faut s'organiser, il faut être ensemble pour faire bouger les lignes. C'est ça notre problème. Et, tant qu'on n'aura pas compris ça, que cette intelligence, toutes ces savoir-faire là, on ne les mettra pas au service de la cause, mais collectivement,
eh bien, voilà, on va rester dans le même état et on va pleurer sur notre sort, et etc., etc. Et dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans, je serai peut-être plus là, mais on sera toujours dans la même situation. Et je ne l'espère pas. En tout cas, moi, jusqu'à la fin de mes jours, je continuerai à m'investir comme je le fais. Et j'espère que de plus en plus de jeunes vont le faire également et mettre leur talent au service de la cause, au service de l'organisation collective pour avancer. Merci beaucoup, nous l'espérons aussi. J'aimerais simplement demander aux gens, avant de passer la parole à Amor, de tapoter le live, s'il vous plaît. Tapoter, continuez de tapoter, je vous en prie. Amor de Dios, est-ce que tu es là? Je suis là. Bonsoir à vous, Stéphane Chombo, Madame Kenda, et à vous, Dame Augusta. Merci. Je voudrais en premier m'incliner devant la mémoire de ces grands hommes, surtout de cet homme dont la mémoire a été bafouée par un menu fretin, qui jusqu'ici, au nom des raisons estomacales, a préféré jouer le jeu du régime pour jusqu'ici diviser les Camerounais. Ma question est celle-ci. J'aimerais savoir, vous nous avez rassuré en disant tantôt qu'on regarde. Quel est selon vous le parti politique qui se rapproche de l'idéologie propre de l'UPC? Quelle est selon vous votre analyse au regard de l'actualité du contexte camerounais? C'est ma question en fait. Désolé en fait. Oui. Mais c'est son parti, c'est le Manidem, l'UPC Manidem. C'est leur parti. Quelle question? Peut-être il n'était pas là au début. Hein. Il n'était pas là au début. Peut-être qu'il n'était pas là au début quand elle parlait de l'UPC. C'est l'UPC Manidem. Oui, il faut passer à quelqu'un d'autre. Quel est le parti qui se rapproche le plus? Mais attends, parce que je sais pas si j'ai bien compris. C'est le parti qui se rapproche on se rapproche pas. On est dans la continuité. On est dans la de la idéologie. Oui, nous on est on continue. C'est nous qui, enfin, sans prétention aucune, mais pour les gens qui étudieraient demain l'UPC, ils verront que le continuum, la continuité de l'UPC passe par l'UPC Manidem, passe par l'UPC des fidèles, qui est l'UPC Manidem aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une filiation qui ne s'est jamais interrompue, et on a continué. J'ai expliqué tout à l'heure que quand le dernier chef historique de l'UPC a été assassiné, donc pour ne pas le citer, Ernest Ouandié, l'UPC était par terre, et qu'on a reconstruit l'UPC avec le Manidem, Manifeste national pour l'instauration de la démocratie, et qu'on est la continuité de cette UPC là. Donc on continue les mêmes orientations, les mêmes etc. On continue ce combat qui n'a pas été mené à son terme, puisque nous ne sommes pas indépendants, et l'unité nationale nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Pas seulement parce que il y a toujours la guerre au Nozo, hein, depuis 2016, pas seulement, mais quand on voit l'état du pays, où ils nous montent les uns contre les autres, il n'y a pas d'unité nationale. Je suis désolé. Il faut la construire ou la reconstruire. Bien sûr. Merci beaucoup. Sol bémol, bonsoir. Bonsoir. Ah, pardon. J'avais pas. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Il y a un bruit de fond qui est un peu désagréable. Ça va? Oui. Essaye, vas-y, on t'écoute. D'accord. Déjà, merci à toi, Stéphane, et à Madame Kenda pour cette opportunité de parler à la dame qui est là. Pour nous autres qui sommes nés dans les années 80, nous sommes le fruit du gouvernement de M. Biya. On nous a raconté une histoire complètement erronée de notre pays. Et c'est à nous maintenant de faire des efforts pour savoir qui nous sommes, pour ne pas retomber dans les mêmes travers que ceux qui sont passés avant nous sont. Et moi, quand j'écoute l'histoire de nos héros, ça me met des larmes aux yeux, quoi. Parce que je vois des gens qui, dans leur temps de jeunesse, ont tout donné. Ils n'ont pas eu le temps de jouir de la vie. Nous, ici, on est en Europe, on jouit de la vie, mais on ne sait pas ce que les gens ont payé. Donc, merci beaucoup, madame. Je voudrais vous poser une seule question.
sur le programme de M. Kanto, il a dit que s'il venait au pouvoir, il allait réhabiliter nos héros. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et il a dit qu'il va faire à ce que la dépouille du président Ahidjo revienne au Cameroun. Moi, au début, j'avais une très grande sympathie pour le président Ahidjo, mais quand j'ai écouté comment il avait participé à la maltraitance de nos héros, moi, cette sympathie-là m'a quitté, franchement. Parce qu'au début, on disait, oui, au temps d'Ahidjo, on était bien, on mangeait, l'économie se portait bien. Mais l'économie se portait bien, on était des esclaves. On mangeait, ça sert à quoi de manger avec des chaînes aux pieds? Donc, ça veut dire que ce monsieur, c'était quelque chose de masqué. Donc, pour moi, est-ce que monsieur Ahidjo devrait bénéficier de cette sympathie-là de notre part? Parce que quand vous êtes naïf, vous ne connaissez rien, vous dites seulement, oh, au temps d'Ahidjo, c'était ceci, on avait les compagnies, mais quand on se rapproche des dames comme vous, pour écouter à la source, on se rend compte que c'était un cadeau empoisonné. Quel est votre point de vue par rapport à la place que Ahidjo pourrait occuper dans un Cameroun normal? Merci, madame. Merci hein, monsieur de votre question et puis de ce que vous dites. Vous disiez à l'entame de votre propos, à savoir que effectivement on vous a raconté une histoire qui n'est pas l'histoire, si je puis dire, m'exprimer ainsi, un narratif qui n'a rien à voir avec la réalité, bien évidemment. Et Ahidjo, bien sûr, Ahidjo a été le fossoyeur absolu du mouvement nationaliste camerounais, du mouvement de libération du Cameroun, le fossoyeur absolu. Et il a continué pendant 10 ans à traquer et à malmener les Camerounais parce que à l'époque, je peux vous dire que moi je me souviens, il fallait pas les gens ne pouvaient pas prononcer le nom UPC. Les gens ne pouvaient pas dire le nom Oumniobé, dire le nom de Ernest Ouandié, dire le nom de Félix Roland Moumié. C'était impossible. Dans les années 60, il ne fallait même pas vous amuser à citer un de ces noms-là ou à parler de l'UPC. Vous risquiez votre peau, purement et simplement, vraiment. Donc c'était un monsieur qui a terrorisé son peuple, véritablement. À l'époque, il y avait une dizaine de camps de concentration. Et quand je dis camps de concentration, je pèse mes mots, répartis dans tout le pays, où ils expérimentaient les pires tortures. Ils ont repris évidemment toutes les tortures de l'époque coloniale, ils en ont expérimenté d'autres, etc. C'était terrible, terrible. Donc vraiment, ce monsieur-là, en aucun cas, ce qui est une honte, c'est que la fameuse loi du 16 décembre qui réhabilite nos héros, soi-disant. Vous vous rendez compte qu'ils mettent sur la même ligne Amadou Ahidjo et Ernest Ouandié, Oumniobé et Félix Roland Moumié. Sur le même, c'est-à-dire qu'on réhabilite. Non mais attendez, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Ça n'a aucun sens. Quand on sait que c'est ce même Ahidjo qui a assassiné les dirigeants de l'UPC, qui a contribué à maintenir cet état de néocolonie dans lequel se trouve le Cameroun. C'est honteux. Ceci dit, au niveau de l'UPC, on a toujours été très clair sur ces questions-là. Même le pire de nos bourreaux, on se bat pour qu'on soit un état de droit. Ça veut dire qu'on ne va pas reproduire ce que tous je n'ai même pas ces dictateurs, ces autocrates-là font dans nos pays. Il ne s'agit pas de tomber dans la vendetta, dans on va construire un véritable état de droit où les gens pourront et devront rendre des comptes, auront le droit de se défendre, seront jugés et évidemment condamnés s'ils le méritent. Nous nous battons pour ça. Même à l'égard de nos pires ennemis, ils doivent avoir droit à ce traitement. On se bat pour ça. Évidemment, la torture totalement éradiquée, bien entendu. Bien entendu, on se bat pour ça. Il faut que enfin l'être humain africain ait de la valeur. Aujourd'hui, on te zigouille comme si on était des lapins ou comme si on était je sais pas, des poulets. On te dit oui, il y a eu tant de morts, mais c'est comme si la vie humaine n'a aucun poids, c'est incroyable la manière dont le traitement des vies humaines
c'est rien, c'est rien. Donc ça, il faut qu'on rétablisse ça. C'est pas possible de continuer comme ça. Ça veut dire que nous, par exemple, même quand Ahidjo a été enterré, malgré effectivement le fait que ce soit l'assassin de beaucoup de nos dirigeants, de nos héros, etc., on a toujours dit que son corps devait rentrer au Cameroun et qu'il fallait qu'il soit enterré au Cameroun. On l'a toujours dit, depuis le début. Depuis le début, on a dit qu'il fallait que son corps puisse rentrer au Cameroun et qu'il soit inhumé au Cameroun. Donc voilà, c'est une position de principe qui n'est pas géométrie variable, qui est très claire et qui ne doit pas varier parce que, etc. Et ce monsieur-là, si nous étions arrivés au pouvoir et qu'il était encore en vie, on l'aurait arrêté, jugé, condamné, bien sûr, et il aurait purgé sa peine. Et on est aussi pour que, même si on t'arrête, les geôles là, les prisons là, les prisons mouroirs là, il faut que ça s'arrête. On n'est pas des animaux. Malgré tout, il faut que les gens aient un minimum. Même s'ils sont en prison, il faut qu'ils aient un minimum. Et je ne parle pas d'Ahidjo, bien évidemment, mais ceux qui, pour une raison ou pour une autre, sont condamnés, etc., il faut aussi penser à la réinsertion. Ça veut dire qu'une personne qui est en prison aujourd'hui, demain, elle va sortir. Si tu la rends pire qu'un chien enragé quand elle sort, elle va reproduire le même schéma, voire même amplifier, etc. Alors que si tu l'arrêtes, parce qu'elle doit être arrêtée, elle doit purger sa peine, etc., mais que en même temps que tu l'arrêtes, tu la traites avec humanité. Tu la traites avec humanité, etc. Et en même temps, tu lui permets tu reconstruis tu construis sa réinsertion dans la société. Mais malgré tout, la personne, elle aura fait son temps en prison. Mais je ne parle pas d'Ahidjo, hein, là, je ne parle pas de ce type de prisonnier politique, etc. Mais je parle du Camerounais lambda qui se retrouverait en prison et qui purgerait une peine. Donc voilà, nous, on a des positions de principe sur le traitement même de nos ennemis, de nos pires adversaires. Il faut quand même que ça reste dans le cadre de l'état de droit qu'on veut construire demain. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur cette question. Donc pour dire que bon, Ahidjo, c'est d'autres, Dieu seul sait si c'est d'autres ennemis, mais voilà, on était quand même pour que son corps revienne au pays et qu'il soit enterré au pays. Merci beaucoup. Yann, Jordi, est-ce que vous êtes là? On va arrêter bientôt, hein. Oui. On va arrêter. Il y aura deux dernières questions. Je prends quand même Black parce qu'il disait que vous êtes la seule personne qui peut répondre à sa question. Je le prendrai quand même. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Stéphane. Bonsoir, madame Kenda. Bonsoir, madame Augusta. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce panel. Partagez. Bon, ma question était la suivante. Je vous ai entendu parler tout à l'heure du code électoral. Je voudrais connaître quelle est la solution que vous, madame Augusta, ou bien l'UPC Manidem, propose pour une élection transparente au Cameroun. Quelle est la solution? Je ne sais pas si je reste dans le contexte. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. La solution, vous savez, moi, malheureusement, hein, je ne peux pas être pessimiste, je suis d'un tempérament très optimiste, mais je ne crois pas beaucoup au miracle, pour ne pas dire pas du tout. Donc, je me dis que jusque-là, ça fait ça fait 60 ans, mais bon, si on met de côté la période du parti unique, bon, ça fait 42 ans, disons, pour simplifier, 42 ans, pour prendre la période de Biya, qu'il y a des tripatouillages électoraux. 42 ans. 42 ans. Il n'y a pas une élection qui se soit passée correctement, normalement. Pas une. Donc, qu'est-ce qui va faire que cette fois-ci, ça se passe correctement? Le code électoral est toujours le même. Le processus électoral est le même. Et l'ECAM est phagocyté par le RDPC de A à Z. Donc, comment allons-nous faire pour faire valoir des résultats électoraux transparents? Moi, je dis qu'il faut être prêt. D'abord, il faut avoir toute la logistique sur le plan humain, etc., qui permettent de contrôler les 25 ou 26 000 bureaux de vote
et pas seulement avec 2 ou 3 scrutateurs, mais beaucoup plus, il faut avoir des gens qui sont prêts à descendre dans la rue pour faire respecter s'il s'avère effectivement qu'on a gagné, etc. Il faut pouvoir faire respecter donc les résultats. Étant entendu que les résultats qui sortiront des urnes seront les bons, évidemment. Ça veut dire qu'on les empêche d'aller compter les bulletins dans leur chambre ou dans leur maison ou je ne sais où. Voilà. Donc ça veut dire que ça peut aller très loin, hein, physiquement, etc. Et bon, pour le moment, c'est eux qui ont les armes, puisque évidemment l'armée est à leur service. Donc, voilà, on est dans cette situation. Ça veut dire que là, il faut... Je vous rappelle quand même qu'en 92, Frundy avait gagné, vous le savez aussi bien que moi. Frundy avait gagné. Mais Frundy n'a pas voulu que... Et là, on était dans des conditions extrêmement favorables. Parce que, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, il y avait une coalition. Il y avait une coalition. Et là, tout le monde était impliqué et concerné. Et il a gagné. Il a gagné, il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf que, quand il a fallu descendre dans la rue, parce qu'on voulait descendre, les gens voulaient descendre, il a dit non. Il a dit non, et parce que après on a découvert que le gars, bon, il tractait déjà un peu avec le pouvoir et tout ça. Mais à ce moment-là, nous, on le savait pas, on avait pensé, on savait que il avait fait carrière au RDPC, hein. Bon, ça, c'était un mystère pour personne. Mais vu le charisme, vu comment il a semblé se démarquer, vu comment il l'emportait au niveau des masses, au niveau des foules, et on a pensé que c'était la meilleure personne pour porter la cause, quoi. Et malheureusement, il n'a pas voulu qu'on aille défendre le résultat électoral. Le résultat, évidemment, du coup, Biyaki avait inversé les résultats en sa faveur, a continué comme si de rien n'était. Okay. Donc voilà, moi je dis que, à part si on est prêt à descendre et à en découdre, bien sûr. Il faut qu'on en découse en étant très 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 nombreux. Ouais. Très nombreux. Augustin, oui. Tu as rappelé tout à l'heure la condition dans les années 90, la condition où le peuple est adhéré, mais c'était la bêtise et l'imbécilité du leader à l'époque qui a démissionné alors que le peuple était déjà engagé pour affronter la bataille. Mais nous autres, nous pensons l'impossible cristallisation des frustrations, enfin, de faire lever le peuple sur les préalables, le processus électoral, sur la revendication d'un code électoral qui va bénéficier de l'assentiment de toutes les composantes politiques. Vu cette impossibilité même de mettre déjà des coalitions, etc., est-ce qu'il faut démissionner? Parce que le but aussi de ce régime, c'est de se maintenir, de vous amener à vous décourager. Et quand on voit aujourd'hui la nouvelle politique ou bien l'écosystème politique camerounais, de plus en plus, les gens ne veulent pas véritablement engager cette lutte politique avant les élections. Mais quand on a l'analyse, quand on a la lecture actuelle, l'engouement des gens à vouloir s'inscrire aujourd'hui sur les listes nous renseigne quand même que ces personnes s'inscrivent pas parce qu'elles ignorent que ce sont des dictatures, c'est une dictature qui va réprimer, mais au contraire qui estime que, je pense, l'inscription, le vote, la surveillance du vote et la défense du vote sera l'une des solutions de mettre dehors cette dictature. Est-ce que dans cet instant, on ne peut pas faire ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, allons-y, travaillons et encourageons cette mobilisation, et des stratégies sont mises sur pied pour que les Camerounais s'organisent. Moi, j'ai vu des initiatives citoyennes où les Camerounais sont en train de s'organiser, comment eux-mêmes vont surveiller partout, dans toutes les localités, et défendre ce vote. Moi, je pense que peut-être pour nous autres, peut-être on est peut-être pessimiste par rapport au déroulement de ces élections, mais il est capable pour nous, peuples, de pouvoir renverser la tendance. Est-ce que c'est pas aussi une forme de rupture ou bien... Moi, j'ai du mal on peut se lancer. à croire que ça puisse... sincèrement, au regard de l'expérience qu'on a jusque-là, j'ai du mal à y croire. Mais ça va être un prétexte. Pour nous, on sait, ils vont vouloir se maintenir. Ils organisent ça, ils ne veulent pas reculer. Mais pour nous, je pense que ce qui va justifier la contestation sera justement cette volonté à cette dictature de pouvoir se maintenir et réprimer le peuple. Et le peuple va les affronter. Donc, nous, on estime que c'est le prétexte qui va peut-être mobiliser ou bien créer l'émulation au sein de notre société. Donc, ne balayons pas quand même sur revers et si on... C'est possible, mais moi, je pense que ça s'organise de façon, comment dirais-je, large. Juste, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Et pour le moment, ben, on l'a déploré d'ailleurs.
Pour le moment, on n'en est pas là. Oui, Pour le moment, il y a les d'autres forces qui sont divisées. Les forces sont divisées. l'UPC n'ignore pas quand même qu'il y a des gens qui refusent véritablement des succursales du RDPC, qui se présentent comme étant des opposants, mais qui refusent l'urgence de la création de cette coordination, de la conjugaison des forces alternatives. On ne peut pas Oui, bien sûr qu'il y a, oui, Ouais, il y a on des peut pas forces nier qui ça. sont des, bien sûr, Putain, mais Mais non, finalement, mais bien sûr, mais parce que enfin, nous on a toujours dit, hein, bien qu'on soit le parti historique, machin, tout le, bon, on connaît l'histoire, bon, bref, mais on a toujours dit qu'on n'y arriverait pas tout seul, toujours, de toujours, même quand on était beaucoup plus fort qu'on est aujourd'hui, beaucoup plus fort, on a toujours dit qu'on n'y arriverait pas tout seul. Et donc, je pense que compte tenu de la nature de la dictature à laquelle on a affaire, il moi je pense faudrait que l'enjeu c'est le peuple, c'est le conscientiser, mais le oui, préparer bien sûr. et l'encadrer. Mais le peuple, Voilà. oui, sauf qu'on est face à un peuple qui a perdu confiance aussi, y compris dans les forces politiques, parce que il a été trahi, parce que etc., parce que il a aussi vu qu'il n'y avait pas d'unité. Donc du coup, parce que qu'est-ce qui fait que le peuple se met, le peuple, moi comment dirais-je ça va pas se passer, c'est pas une opération comme ça. Un coup de baguette magique et le L'idéal, peuple. c'est ça. L'idéal, c'est Non, que non, les partis non. fédèrent. C'est ça l'idéal. Mais C'est si ça, ce sont les organisations qui fédèrent Oui. le peuple et qui le Bien mettent sûr. en mouvement. Bien Qu'on sûr. le veuille ou pas. De toute façon, quand il y a une lutte, entre guillemets, spontanée, soi-disant, souvent très vite ça échoue. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une organisation, qu'il y ait une coordination et qu'il y ait des forces qui mènent un peu le jeu, qui donnent la direction. Sinon, on n'y arrive pas. Mais C'est- Madame Epania, je pense que quand on regarde un peu la situation politique du Cameroun aujourd'hui, il y a effectivement une organisation qui donne déjà cette force-là. Il y en a. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes de nature optimiste. Donc dans une seule force politique ne peut pas donner toute l'impulsion. non, mais à l'échelle. on est d'accord là-dessus, mais on ne peut pas attendre des partis satellites pour qu'ils viennent donner la force. On sait déjà, le peuple a déjà compris. Et heureusement, un peuple ne peut pas rester en hibernation indéfiniment. Donc le peuple, lui, il a perdu confiance en lui, c'est sûr. Mais je pense que depuis un certain temps, depuis quelques années déjà, avec la force politique qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, on voit de plus en plus de Camerounais qui prennent conscience. C'est pour ça que justement Stéphane tout à l'heure parlait de l'engouement qu'on est en train de voir depuis l'année dernière, des personnes qui veulent s'inscrire. Ils s'inscrivent étant conscients du fait qu'on a en face de nous une dictature féroce. Donc, si les organisations qui doivent être les têtes ne fédèrent pas entre eux, entre elles, et qu'il y a quand même une organisation qui sort du lot, mais on va suivre celle-là. Non, Le mais peuple va suivre celle-là. non, mais enfin, on fait de la politique. Vous en faites peut-être, moi j'en fais. Bon, et depuis longtemps. Ça ne se décrète pas comme ça là dans une émission. Ces choses-là, et ça ne peut pas se produire de façon spontanée. Quand on est, c'est de la stratégie, et c'est de la politique. Donc quand on est dans cette dynamique là, dans cette perspective, on va s'asseoir, hein, les organisations, donc les plus crédibles, etc., s'assiedent entre elles et déterminent un plan d'action, une stratégie, etc. Ça ne peut pas se passer autrement. On ne peut pas dire, oui, alors comme on voit qu'il y a un parti ou deux partis qui ont le vent en poupe, les gens spontanément vont se mettre derrière ces partis-là. Malheureusement, bon, ça peut se passer comme ça, mais ça m'étonnerait que ça se passe comme ça aussi simplement, et les conditions ne sont pas créées pour que justement il y ait une maîtrise et un contrôle du processus de bout en bout. Vous croyez? Ah non. Non. En tout cas, moi, c'est pas ma vision. Hein. Mais je vais passer la parole à Black Nation. Black, est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es là, Black? On se tutoie. Hein. Oui, on se tutoie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Maman, on arrête bientôt, non? Bien sûr. C'est l'avant-dernière question. Donc après lui, on prend la dernière, j'espère. La dernière, non? D'accord, Black. L'avant-dernière. Après, c'est Black, s'il te plaît, rapidement avec ta question, s'il te plaît. Oui, maman, c'était un plaisir. J'ai beaucoup insisté parce que vous êtes arrivé sur ce plateau. Je comprends que vous êtes vraiment UPCiste. Et je me souviens, dans la constitution du Cameroun, on dit aujourd'hui que le mandat électif n'est pas impératif. Je me souviens très bien
que les députés ont voté cette loi à cause de M. Kodok, qui avait suspendu un député dont le peuple avait voté, qui s'appelait Etienne Soman. Ma question est juste de savoir, peut-être vous connaissez, c'est un homme qui m'a beaucoup fasciné, maman. Est-ce que vous connaissez où il se trouve en ce moment? Ah, je ne sais. Vous parlez de Soman, hein? Oui, Soman Etienne, le député Oui. de Kodok. Et Paul Biya avait enlevé son immunité avant que les députés, tous les députés étaient choqués. Et les députés qui étaient, parce que tous les députés étaient choqués, ils ont voté la loi qui fait problème aujourd'hui. Oui. En disant, un élu n'appartient plus à son parti, mais appartient plutôt à la nation. J'aimerais savoir qu'est-ce que Etienne Soman est devenu. C'est un homme qui m'a beaucoup fasciné parce que c'est une des personnes qui a tenu tête à M. Kodok, qui a foutu l'UPC en l'air. Bon, non, sauf que Monsieur Kodok, non, il n'a pas foutu l'UPC en l'air parce qu'ils ont créé leur UPC qui n'a rien à voir avec la vraie UPC. Donc bon, même Soman, on a été ensemble. Hein. Après, on a seulement constaté que il est allé avec les Kodok. Vous voyez, on était malheureusement à notre grand regret. On a regretté qu'il soit parti avec les Kodok. Mais là aussi, vous voyez la fibre tribale aussi. Là aussi, c'est ça. Et là, au lieu de maintenir ton orientation, ton cap et te dire non, j'ai rien à faire avec ce type-là. Bon, sauf que ce type-là, comme lui, il avait vendu son âme au régime et qu'il y a aussi nos gens qui attendent d'avoir, disons, un petit placement à un moment donné au niveau de l'Assemblée ou d'une position élective, etc. Malheureusement, il y en a certains qui nous quittent et qui vont rejoindre. Et ça, maintenant, on l'a beaucoup regretté. Écoutez, là encore, je voudrais pas m'avancer dans le vide, mais je crois me souvenir qu'il serait décédé. Mais là encore, je prends l'engagement. Ça fait 2 points sur lesquels il faut que j'ai des garanties et des réponses précises sur Abel Kingé, l'endroit où il est enterré, et Soman qu'est-ce qu'il est devenu, etc. Merci. Mais je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvaise augure. Il y a UPC 1948 qui dit il est en vie. Ah! Ouais, qu'il est en vie. Oui. Ah, il est en vie. Oui. D'accord. Bon. Mais je vais quand même vérifier. Ça marche. Ok, on va terminer. Oui, on va terminer. Terminons avec Léo. Léo, est-ce que vous avez la votre question très rapidement parce qu'on a On s'excuse, de Madame Emmanuel. il y a tellement de demandes. Elle est fatiguée aussi. On a beaucoup abusé de son temps, mais Léo, allez-y. Non. C'est parce que comme on avait dit 2 heures. Non. Ouais, exactement. C'est pourquoi on dit qu'on a abusé de votre temps. Léo? D'accord. Oui, merci, Kemda, merci. Bonsoir à tout le panel. Vraiment, Stéphane, je te remercie pour cette émission encore. Parce que franchement, là, c'est du haut niveau. C'est pas du bavardage de tous les jours de TikTok. Et je remercie également la maman qui est là et qui nous édifie énormément. Parce que là, quand même, on parle ça comme ça à la légère, mais ça fait au moins 2 générations que M. Paul Biya est là. Donc, l'histoire qu'on a connue dans les livres n'est pas vraiment ce qu'on voit aujourd'hui. S'il arrive déjà que le président français arrive au pays, en fait, il y a une commission et qui reconnaît les dégâts de la France, même s'ils sont allés de 1945 jusqu'en 1960, parce qu'ils disent qu'ils vont de 45 en 60. Donc, je ne sais pas, ma question, je vais aller très vite dans les questions parce que la maman est fatiguée. La première question est celle de... Ah d'accord, la première question est celle de savoir, est-ce qu'il y a une véritable intention du colon ou bien des collabos sur place de faire abstraction sur une partie de l'histoire du Cameroun. Parce que s'ils prennent le rapport de 1945 en 1960, étant donné que Ernest Ouandé, lui, est mort en 71 ou en 70, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est une volonté manifeste de faire, je sais pas, d'effacer certains noms ou bien je sais pas quoi. Bon, la seconde question est celle de savoir, la maman. Au niveau, est-ce que vous ne pensez pas que pour une véritable réconciliation, il faut un procès à la Nuremberg? À la Nuremberg, je sais pas, comme en Allemagne, où il faut vraiment une véritable assise, et je sais pas, pour les futures générations, pas seulement pour ceux qui ont participé ou pas, mais pour des futures générations, afin que l'on sache réellement qui a fait quoi et qui a fait qui.
Et parce que là, on nous donne les noms, on découvre aujourd'hui. Moi, j'ai lu des trucs dans Facebook, j'ai découvert certains noms. Wambo, quoi, l'électricité, telle personne, les chutes de ceci, les chutes de cela. Vous voyez un peu. Et là, vous nous dites aujourd'hui que l'UPC était implanté partout. À l'extrême nord, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout ça. Donc, je ne sais pas si au sein de l'UPC même, il y a eu, je sais pas, un peu comme un carnet rouge, comme, je sais pas, le Parti communiste chinois, où il y avait un livre avec un manifeste, avec les noms des gens vraiment qui ont combattu, ou je sais pas, les noms des gens qui étaient dans l'armée nationale de libération camerounaise, je sais pas quoi. Donc, moi, j'aimerais savoir, en fait, est-ce que l'UPC a songé à travailler là-dessus, sur un manifeste pareil, pour laisser, je sais pas, pour édifier ceux qui ne savent pas réellement ce qui s'est passé dans l'histoire du Cameroun. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors après, oui, l'UPCA, enfin, on a beaucoup d'archives, de documents sur les différentes périodes historiques, etc., sur l'implantation de l'UPC. Le problème, c'est que effectivement, quand s'il faut travailler sur votre histoire, votre propre histoire, et en même temps être dans l'action, c'est toujours un peu compliqué. Oui, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de moyens et qu'on ait des gens qui soient pratiquement dédiés et qui ne fassent pratiquement que ça. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut, comment dirais-je, de numériser aussi un certain nombre de documents, etc. Mais il y a beaucoup à faire. Et je suis d'accord avec vous sur le fait que il faudrait, je pense que demain, si on a un pouvoir digne de ce nom, au service du peuple, et qui veut faire la lumière sur notre histoire véritablement et sur les responsabilités des uns et des autres, il faudra trouver des modalités pour le faire et qu'on puisse vraiment prendre le temps de le faire. Certains d'aucuns ont parlé de commissions, un peu comme en Afrique du Sud là, où les gens viennent un peu porter la parole de tous ceux qui ont subi, souffert, etc. Mais qu'on entende aussi la parole des bourreaux et qu'on voit s'il y a moyen de se réconcilier ou pas, s'il faut condamner effectivement tous ceux qui sont effectivement, comment dirais-je, responsables de crimes, de véritables crimes au sens propre du terme, mais crimes après ça peut être des crimes économiques, des crimes politiques, etc. Donc il faudra trouver des modalités pour qu'on puisse déverser toute cette histoire-là. Oui, commission, vérité, réconciliation. Merci. C'était exactement ça. Vérité, justice, réconciliation. Réconciliation, si possible, hein, mais bon. Après, ça débouche pas forcément sur de la réconciliation. Parce qu'il y a des gens, je pense qu'il faut vraiment qu'ils payent les crimes qu'ils ont commis. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire, mais je suis tout à fait, en phase avec cette proposition et cette vision, quoi. Je pense que ce serait une très très bonne chose. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. D'accord. Merci. Même si il y a encore énormément de demandes en bas, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est mieux. Eh ben, ce sera l'occasion de refaire une émission. Pourquoi Mais pas, oui, pourquoi pas. Moi, je suis partante, il n'y a pas de problème. Après, voilà. L'essentiel, c'est que on soit suffisamment, disons, prévenu à temps pour préparer correctement. Bien sûr. Voilà, les éléments factuels, etc. Et puis, voilà, et moi, vraiment, je suis à disposition, surtout que je sais que TikTok, c'est un réseau social qui draine énormément de jeunes. Ouais. Et moi, je suis pour que vraiment notre jeunesse prenne les choses en main, quoi. Il faut que les jeunes s'imposent d'une manière ou d'une autre, massivement, partout, et qu'elle prenne toute sa place, parce qu'elle a été privée depuis trop longtemps de la place qu'elle devrait normalement occuper, quoi. Donc vraiment, moi je suis, si je peux contribuer à échanger, discuter, éclairer, je suis partante. Merci. Juste une dernière question sur le titre du livre que vous avez donné, L'avenir nous donnera raison. C'est donc, celui de L'avenir nous donnera raison, c'est Njasep Mathieu, Ngania Flaubert. Ok, merci. C'est des témoignages d'anciens combattants de la LNK. Oui. Et je répète, donc tribalisme et problème national en Afrique noire, le cas du Cameroun. Oui. Franchement, lisez ce livre, il est édifiant et il est plein d'éléments qui restent d'une actualité brûlante, quoi, vraiment. Merci, on le prendra. Merci beaucoup. Merci à vous.
Et, Ben, et c'est une merci très belle Stéphane soirée. de cette invitation. Non, c'est moi qui te dis merci, ma tata, merci Non. vraiment. Tu nous as honorés et c'était vraiment très édifiant. En tout cas, je reviendrai vers toi, pas de souci, pour qu'on continue à éclairer les Camerounais. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et merci à ma sœur Kemda. Hein, Merci, merci Madame et on Epania, pourra c'était un reprendre, plaisir. l'échange qu'on a eu. Mais Merci. je suis pas du tout pessimiste. Hein. Je suis très D'accord. optimiste. Et je crois qu'il faut que notre peuple se mette en mouvement et que tôt ou tard, il va le faire. Il va Merci le faire. beaucoup, vous nous avez énormément édifié ce soir. Merci, c'était un Merci plaisir. bien. Merci. Merci Passez à une vous. bonne soirée. Bonne soirée. On Bonne va te libérer, continuation. on va t'aider avec la technologie, comme ça on te libère. Ah oui, c'est ça. En tout cas, nous vaincrons, sans aucun Nous doute. vaincrons, merci. Merci. Ah, c'est clair. À bientôt. À bientôt. Oui, allô? Alors, c'était juste pour rappeler aux personnes qui sont dans le live. Steph, est-ce que tu veux le faire pour les contributions? Ouais, ben, nous avons ouvert une cagnotte hein, dans le but d'engager des procédures contre les tribalistes que vous connaissez sur la toile, etc. Donc, les amis ont déjà commencé. La semaine prochaine, on doit se déployer. Mais pour cela, il va falloir des moyens logistiques pour aider justement les avocats et tout ça. Donc, la semaine prochaine, vous allez voir les actions qui seront déjà menées pour faire avancer. Donc, nous sommes en discussion et tout se prépare. Mais pour cela, les amis apportent le soutien. Le lien, vous l'aviez sur ma bio, hein, sur mon profil TikTok. Vous allez voir le lien. GoForMe, vous cliquez dessus, lutte contre le tribalisme, vous apportez votre petit jeton pour aider pour ce combat, parce que on ne va pas laisser ces gens pourrir le débat politique cette année, c'est terminé ça. Ils seront individuellement et pénalement poursuivis par rapport à cette attitude. Donc, les amis, apportez la force, encouragez ce projet. Je sais que beaucoup sont controversés par rapport à ça. Écoutez, nous estimons que le tribalisme est une arme utilisée par ce régime pour empêcher véritablement que les Camerounais puissent finalement se construire leur frustration autour des questions qui minent notre société. Banaliser la question du tribalisme, moi j'estime de ma part que c'est fait preuve de naïveté politique. C'est une arme, ça divise, ça oppose. Et vous avez vu. Et pour contraindre et pour stopper ce discours haineux, ces attaques, nous devons poursuivre individuellement ces gens. Et moi, nous avons décidé, ça va être notre combat en même temps, notre lutte, et personne ne va nous dissuader pour cela. Donc, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à accompagner, donnez-nous la force, accompagnez. On a besoin des moyens, il faut de l'argent. Parce que finalement, on ne va pas le faire bénévolement, les juristes. Il faut les encourager, le déplacement, etc. Donc, à partir de la semaine prochaine, tout dans ces pays, parce qu'ils sont dans plusieurs pays et dans plusieurs villes européennes, dont on attaque l'action. Donc, allez sur mon compte TikTok, sur ma bio, vous cliquez GoForMe et vous apportez votre contribution, les gars. Moi, je l'ai fait, mes amis l'ont fait, et ma famille est en train de le faire, les gens, les amis. Beaucoup de personnes aussi qui nous suivent l'ont fait. L'ont fait, voilà, plusieurs qui nous suivent. Il y a des âmes de bonne volonté. Plusieurs. Merci à vous qui apportez cette force et cette contribution. Parce qu'on a dénoncé c'est bien, c'est une chose, mais passer à l'acte, c'est une autre chose. On a beaucoup parlé de ça depuis 2018, mais ils continuent. C'est parce qu'ils se disent, ils ne sont pas inquiétés. Et il y a quand même une certaine forme d'impunité. Nous allons faire là où l'État a démissionné, là où l'État les encourage, là où l'État est en complicité avec eux. Nous, l'action citoyenne doit être lancée et ils seront poursuivis. Et nous combattons toute forme de tribalisme. Merci. Stéphane, laisse-moi juste préciser quelque chose. Parce que je vois des personnes qui écrivent des choses en commentaire. Quand on continue de répéter que le tribalisme est l'arme fatale du RDPC et que certaines personnes continuent de nous dire qu'il faut passer à autre chose parce que c'est de la diversion, c'est qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Le programme politique du MRC, on en a parlé amplement et on en parle tous les jours. Tous les jours. Il y a même clairement des panels qui se lèvent du matin jusqu'au soir. Ils font écouter le programme politique du MRC. Donc, on ne peut pas être on ne peut pas être aussi nombreux et se focaliser sur un seul front. On est sur plusieurs fronts, on travaille sur plusieurs choses à la fois. Ça n'empêche pas qu'on invite les gens à mettre de l'argent dans la cagnotte du MRC pour les élections. Ça n'empêche pas qu'on invite les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Ça n'empêche pas qu'on fasse ce qu'on a à faire. Donc, la journée a 24 heures et pendant les 24 heures, on peut faire plusieurs choses. C'est la raison pour laquelle on s'est dit on veut éviter d'aller en octobre avec le tribalisme dans la chaussure. Et si on peut mener quelque action que ce soit pour invisibiliser ces gens, pour éviter que le débat politique continue d'être pollué par le tribalisme, on le fera. Donc, s'il vous plaît,
On travaille beaucoup, on se donne à fond sur tellement de choses pour que les gens continuent de nous demander de revenir au programme. Non, il y a aussi les militants du MRC qui sont là. Ils peuvent parler du programme. Wilfried Ekanga en parle tous les jours. Les militants du MRC